du coup, on va aborder la troisième partie, qui est un des points en général qui vous intéresse énormément, qui est comment personnaliser du coup sa cérémonie laïque. Alors, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais on va y aller. Alors, du coup, une des premières questions qu'on m'a posées, c'est comment un officiant fait-il pour créer des cérémonies uniques et personnalisées, sachant que les grandes lignes de la cérémonie restent toujours à peu près les mêmes. Là, je pense qu'Anaïs, tu es d'accord? Je pense qu'on y a répondu. Oui, on y a répondu, je pense. Dites-nous si c'est pas assez clair. Alors, les rituels, on y vient. Il y a peut-être une chose à préciser là-dessus, parce qu'à la différence, on peut avoir l'impression qu'une cérémonie avec un proche peut être plus intime. Et pas nécessairement, parce qu'on raconte pas nécessairement. Voilà, parce qu'on raconte pas la même chose toujours à un proche, parce qu'il va falloir vivre avec son regard après. Alors qu'on raconte parfois des choses plus en détail à un officiant qui peut-être aussi va aller creuser sur les choses dont il a l'habitude de parler parce qu'il sait que ça va fonctionner. Et c'est son travail de rentrer dans votre intimité, de vous comprendre comme s'il avait toujours fait partie de votre cercle. C'est d'ailleurs une de mes questions préférées parce qu'elle arrive toujours sous des formes très variées à la fin d'une cérémonie. Mais alors du coup, vous faites partie de leurs amis depuis combien de temps? Il y a celle-là, il y a le... Alors j'ai bien compris que vous étiez la meilleure amie de madame, mais vous avez l'air de très bien connaître monsieur aussi, sauf que moi je vous ai jamais vu, du coup vous êtes qui? J'ai quoi encore? Ah oui, je parlais d'une histoire qui avait commencé quelques années auparavant, plus d'une dizaine d'années, et j'avais pas nommé la personne qui était à l'origine de leur rencontre. Je l'avais appelée Cupidon pour plein de raisons. Et à la fin de la cérémonie, j'étais prête à répondre à cette question de mais qui est donc Cupidon, puisque j'avais fait exprès de pas nommer cette personne, et je ne voulais pas le faire, c'était au marié de le faire s'il le souhaitait. Donc j'étais préparée. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'on me dise mais alors Cupidon, c'était vous? Ah non, moi il y a 10 ans, j'étais pas là. J'étais pas dans leur cercle. Et voilà, c'est le travail de l'officiant de donner cette impression de faire partie de votre cercle depuis toujours. Mais d'ailleurs, moi ça m'évoque une chose que tu dis, c'est que pour avoir du coup, moi en tant que personne qui sonorise du coup indirectement, j'ai vu donc beaucoup de cérémonies faites par des officiants ou des cérémonies faites par des proches. C'est très différent, c'est-à-dire qu'en général, les cérémonies faites par des proches, c'est pour ça qu'elles sont plus courtes, il y a vraiment un côté chef d'orchestre. On organise, on fait passer tel discours après tel discours, il peut y avoir un petit mot, mais c'est assez succinct. Alors que une cérémonie faite par un officiant, c'est assez différent, c'est qu'en général, l'officiant, c'est exactement ce que tu dis, va raconter les mariés. Il raconte leur histoire, il fait le film des mariés, donc c'est très différent en fait. Et c'est très intime, très c'est très fort. Avec la jauge que les mariés choisissent. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Les deux sont forts, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, la personnalisation, elle vient de là aussi. Bon, alors du coup, on arrive enfin au rituel. Parce que j'ai vu vos questions. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les rituels? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous en citer? Alors, non, pas la centaine, mais peut-être 2-3 que tu aimes bien, que tu aimes particulièrement? Oui, alors déjà, peut-être rappeler que le rituel, c'est effectivement un des codes du mariage qui va permettre de se redire qu'on est dans le cadre de quelque chose de sérieux. Je me souviens de quelqu'un qui faisait une intervention orale, un discours, et qui m'a dit j'espérais qu'il n'y ait pas de prêtre pour me taper sur les doigts, et du coup elle avait marqué 2-3 bêtises. J'ai dit oui, mais ça reste voilà, c'est pas le dîner, c'est le moment de la cérémonie, donc il faut pouvoir borner la cérémonie avec des rituels, des codes. Donc ça sert à ça. Ça sert aussi à faire quelque chose. On parlait de la mairie où le fait de signer, l'acte de signer donne l'acte de mariage. Le fait d'exercer un rituel, de faire quelque chose, c'est un acte. Ça donne une valeur supplémentaire. On agit et on crée quelque chose de symbolique. L'idée, c'est d'aller chercher un rituel qui va avoir du sens par rapport au couple. Faire quelque chose, oui, mais autant que ça fonctionne par rapport au couple. Donc on peut soit aller vers quelque chose de très traditionnel, comme l'échange d'alliances. Encore faut-il savoir ce qu'est un échange d'alliances. Ça vient du droit romain. On échangeait, quand on signait un contrat, un anneau. Signe de la confiance qu'on accorde à l'autre. D'accord. On donne sa parole et on s'échange des alliances. Et puis c'est un cercle, le tout qu'on forme ensemble, qui n'a ni début ni fin. Alors en l'occurrence, il y a un début, forcément, mais il n'est pas censé y avoir de fin. Donc voilà pour l'échange d'alliances. C'est ce qui n'est pas nécessairement mon préféré, je l'apprécie. On peut le personnaliser dans les phrases qui vont être échangées, qui va les amener, sur quoi, sur quelle musique. C'est important de faire une arrivée en musique.
Ça me fait penser qu'on n'a pas répondu à quel type de musique pour une entrée. Les musiques de film, toutes les musiques qui ont une progression fonctionnent bien, pas nécessairement avec parole. Après, ça c'est en fonction de Les chacun. musiques émotions, globalement. Oui, pour l'arrivée, Ouais. oui. Après, parfois, il peut y avoir des choses un peu plus rock, hein, c'est possible, mais il faut que ça représente la personnalité des mariés. Je suis d'accord. Et donc, l'arrivée des alliances, là, clairement, c'est de l'émotion. Il faut, émotion et solennité, parce qu'on peut avoir des émotions très douces et subtiles. L'arrivée des alliances, globalement, va être plus intense. On sent que ça fait partie des points culminants de la cérémonie. Peut-être que juste sur ce point-là, ça peut dépendre aussi de ce que les mariés ont choisi de partager avec leurs invités. Oui, Je bien sûr. m'explique. S'ils n'ont pas partagé la mairie, s'ils n'ont pas fait de cérémonie religieuse avec un échange d'alliances, du coup, ça peut avoir du sens peut-être de le faire à ce moment-là, puisque la majorité des invités n'ont pas vu l'échange d'alliances. Alors, je sais pas. si on l'a déjà fait avant, ça a moins de sens de le refaire ensuite. C'est ça. Donc, la mairie va vous demander si vous souhaitez faire un échange d'alliances. Et globalement, à la mairie, comment ça se passe? Eh bien, vous prenez les anneaux, vous les passez au doigt l'un de l'autre et c'est terminé. Dans le cadre d'une cérémonie, tout ça va être mis en scène. Elles vont arriver, on va réexpliquer ce que ça signifie. Et puis, les phrases que vous allez échanger au moment où vous vous offrez ce cadeau, hein, c'est un des premiers cadeaux que vous vous offrez en tant que couple, bien on peut les personnaliser également. Dans les rituels que j'aime bien, un de mes préférés, c'est les rituels des rubans, mais la version participative. C'est un rituel celte. Il y en a plein avec les rubans, il y en a tout autour du monde, dans une feuille de Hauti à Tahiti, dans le Tifai après, le tissu sacré. À Singapour, c'est dans un linge blanc, comme en Thaïlande. C'est quoi le rituel des rubans? Le rituel des rubans, on utilise 13 rubans de couleurs différentes, 13 couleurs différentes, qui chacune symbolise une valeur sur laquelle le mariage va se fonder. Alors on est évidemment pas obligé de prendre les 13, néanmoins ça fait partie des chiffres sacrés pour les Celtes, et puis chacune de ces valeurs est intéressante. La façon dont j'aime l'orchestrer, c'est donc de demander à 12 personnes de venir prendre ce ruban, là où il a été disposé, de venir attacher ensemble les mains des mariés. Et c'est de là que vient l'expression « les liens du mariage ». Ah, d'accord. Et j'aime bien, enfin, le dernier ruban, c'est moi qui le mets. C'est beaucoup plus pratique parce qu'il y a 2-3 trucs techniques à faire. Mais globalement, j'aime bien ne pas prévenir tout le monde. Ils sont 12, globalement, j'en préviens 4. Qu'ils ont été choisis par les mariés pour attacher le ruban. J'en mets 2 au début, 1 au milieu, 1 vers la fin. Les 2 au début pour marquer le chemin. On entend son prénom, il se lève, il va chercher le ruban, il a entendu la couleur, il sait qui il est par rapport au marié, il attache le ruban. Le deuxième fait la même chose. Et le troisième, je dis son nom, il n'a pas été prévenu, ce qui donne un... Moi et à côté, waouh, j'ai été choisie parmi l'ensemble de ces invités. Ils se lèvent, ils sont tous émus, puis ils entendent... Vous avez choisi pour le rouge, pour le courage. Oh là là, et puis ils arrivent, ils en peuvent plus, ils pleurent à moitié, ils font leur nœud comme ils peuvent. Et puis moi j'arrive pour ce dernier ruban, je le passe dans tous les autres. Je crée un 8, symbole de l'infini d'une certaine façon. J'explique que lorsque les mariés se lâcheront les mains, peu importe à quelle distance ils se trouveront, ils resteront liés par les liens du mariage. Ah, c'est joli. Ils arrivent à se lâcher les mains comme ils peuvent, parce qu'en général, ils sont bien saucissonnés. Leurs proches ne font pas les choses à moitié. Et puis, comme j'ai fait une torsade, globalement, le nœud va tourner dans un sens, tourner dans l'autre. Et là, j'ai l'impression d'être David Copperfield, parce que dans l'assistance, ça fait un « Waouh !» Les applaudissements, ça tourne. Et il y a de la magie dans les yeux des gens. Et même si ça n'a pas l'air... Enfin, voilà, je vous donne des ficelles et les trucs, dit comme ça, mais de le vivre, ça donne cet aspect, oui, un peu féerique. Et puis ce nœud, on peut le garder. Donc après, vous pouvez personnaliser la matière des rubans, la longueur. Parce qu'on me demande souvent, c'est 1 mètre. Pour faire un joli nœud, que ça pende un peu. Il y en a qui vont faire 3 tours, ça va varier un petit peu. Et le tout, c'est de choisir une matière qui se noue. Ne prenez pas de soie, par exemple. Ah oui, effectivement, j'aurais pas pensé. Parce que la soie, vous allez faire le nœud et 3 secondes après, il n'y a plus de nœud. C'est dommage. De la même façon, choisissez quelqu'un qui soit suffisamment... pour le dernier ruban, il faut choisir quelqu'un qui soit minutieux et attentif parce qu'il ne faut pas en rater un ruban. De façon générale, sur les rituels, si l'effet est raté, ça ne fonctionne pas. Si je ne prends pas tous les rubans et s'il y en a un qui tombe au sol au moment où le couple se lâche les mains, ça marche vachement bien. C'est pas facile à faire, mais c'est très chouette. J'aime beaucoup. Un autre rituel que j'adore, mais alors j'adore, que je fais très rarement parce qu'il faut des conditions spécifiques. Déjà, c'est un rituel qui ne peut pas avoir lieu en extérieur.
D'accord. Sauf à y aller artificiellement et vous allez comprendre. Or, la majorité des cérémonies sont en extérieur. C'est ça. Mais c'est un rituel qui me plaît énormément. Ça s'appelle la transmission de la lumière. Or, la lumière et les bougies, le symbole de la flamme, c'est un symbole qui transcende toutes les religions. On le retrouve partout. Il y a une certaine spiritualité dans cet acte-là. Et donc, on aura disposé préalablement une bougie, genre un chauffe-plat, sur toutes les chaises. Tous les invités. Les témoins, eux, auront une bougie plus importante, une espèce de lampion. Les mariés, un pilier, comme on peut en voir. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des bougies un peu partout. Donc, des piliers pour les mariés et une grosse bougie centrale qu'on appelle la bougie de l'unité. Pendant que j'explique ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, j'allume ma bougie, je vais au fond de l'assistance et j'allume toutes les bougies du dernier rang. Chacune de ces personnes va devoir allumer la bougie de la personne qui le précède. Qui le précède, qui le précède. Et du côté des mariés, vous voyez la lumière progresser vers vous. Et ces gens qui vous rejoignent dans une espèce de communion, comme si tout s'éclairait de la force de votre amour d'une certaine façon. Oh, ça va être beau. Jusqu'à ce que ça arrive à vos témoins qui vont se lever, allumer chacun la bougie du marié qu'ils représentent, qui vont se lever à leur tour et allumer ensemble. Pardon, c'est des beaux rituels et ça m'émeut. J'adore. Qui vont allumer la bougie de l'unité. Mais du coup, il faut une certaine obscurité, c'est ce que tu disais, pour pouvoir baisser un peu les lumières. Voilà, c'est des cérémonies de fin de journée ou d'intérieur. Alors, c'est des cérémonies qui peuvent marcher avec des bougies électriques, mais il n'y a pas cette magie. Cela dit, il y a moins de danger aussi, puisque la cire peut couler et les flammes, c'est un élément de danger, mais c'est tellement joli quand on le fait dans les conditions telles qu'elles sont prévues, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, super. Et puis après, il y a tous les rituels qu'on crée. Par exemple, j'ai créé un rituel autour de la notion d'encordement pour des mariés qui sont alpinistes, enfin montagnards en l'occurrence. Donc on a utilisé un piolet, une corde d'alpinisme et j'ai dérivé le rituel des liens du mariage pour attacher leurs mains avec ce piolet en faisant appel à un de leurs proches qui est guide de haute montagne pour réaliser les nœuds. Parce que l'encordement, c'est une notion très forte. On confie sa vie à l'autre. On compte sur lui pour nous sortir des crevasses dans lesquelles on pourrait tomber. On lui fait confiance. Tout ça se transpose merveilleusement dans le monde du mariage, donc on peut créer des choses autour de ça. Ou une fois, j'ai fait un nœud avec des cadenas. C'est pas facile, hein. c'est pas très souple un cadenas. Mais l'idée, c'était cette famille, c'est une famille recomposée et ils avaient tous un passif pas simple. Et depuis qu'ils sont ensemble, la vie est beaucoup plus douce. Et ce qui revenait beaucoup dans leur discours, c'est qu'ils sont plus forts depuis qu'ils sont ensemble. Et je voulais donc partir des cadenas du Pont des Arts en accrochant 2 cadenas, celui du couple, et que chaque enfant, et ils étaient nombreux, puisse accrocher son cadenas à celui formé par le couple. Pas dans une notion d'engagement, mais dans la notion de faire partie de quelque chose, d'une famille, et de ressentir la force et le soutien qu'on peut avoir quand on est tous ensemble. Après, on a balancé les cadenas le plus loin possible, on est tous liés, on ne peut plus partir. J'adore. Et on se retrouve avec un nœud, on peut personnaliser les cadenas là aussi, il y a plein de choses à faire et c'est un truc que j'adore faire, oui, créer des rituels. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Super. Alors, oui, petite émotion. Donc, la musique, alors du coup, on allait parler de la musique, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter sur la musique comme élément de personnalisation? On en a déjà parlé finalement. Alors, il faut choisir de la musique que vous aimez, oui. Ça évidemment, qui vous représente, mais il faut la faire, comme je le disais, hein, dans certains moments. Donc, il faut que l'officiant puisse vous dire à quel moment ça va passer, dans quel type d'émotion. Est-ce que c'est dans la douceur? Est-ce que c'est festif? Est-ce que c'est dynamique? Tout ça, ce sont des choses différentes. On a dit qu'il fallait faire attention au sens et attention au timing. Donc, bien le timing du début, savoir quand ça commence, et pas de timing de fin. Vous savez quand ça doit s'arrêter, donc vous faites signe à la personne qui doit baisser la musique, mais il ne faut pas se fermer la possibilité de la faire durer si c'est nécessaire. Alors oui, alors petit aspect pratique, c'est vrai qu'en général, je ne sais pas si ça correspond à ton expérience, en général c'est une personne extérieure, quand on a travaillé ensemble, en général c'est quelqu'un de notre équipe, qui connaît un peu le déroulé, tu lui fais signe et c'est la personne extérieure qui lance les musiques. Un officiant ne peut pas, proche ou professionnel, à mon avis, gérer 50 000 choses en même temps là-dessus. C'est un peu délicat, non? Moi, je ne l'ai jamais vu faire, mais peut-être que c'est possible. C'est pas parce que moi, je ne le fais pas que ça n'existe pas. Donc, je ne serai pas catégorique sur le sujet. Mais pour ce qui me concerne, oui, je veux faire les deux en même temps. Puis tout ce qui est à base de télécommande, pour peu que ça marche plus, c'est fichu quand ça doit démarrer dans le quart de seconde. Le truc, ça fait un grand blanc et c'est horrible. Oui, il vaut mieux être lié à la sono. Alors ça, c'est des petits détails dans les écueils à éviter. Hein. C'est que si vous faites ça en Bluetooth, alors
Alors c'est super, quand il n'y a personne, ça marche très bien, puis quand il y a tous les invités, ça marche plus. Ça marche plus. Donc en général, on est relié à la sono de façon un peu discrète. Voilà, petit détail. Et donc oui, souvent c'est une personne extérieure, mais je voulais dire un truc et je ne sais plus ce que c'est. Me voilà bien. Pardon, je t'ai coupé. C'est pas grave, ça reviendra. Bon, ça reviendra. Alors du coup, dernière question sur la personnalisation, avant que je lise en tout cas vos questions. Comment est-ce qu'on peut personnaliser le visuel d'une cérémonie ? Alors le visuel, le cadre, bien sûr il y a la décoration de la cérémonie en elle-même, et donc là voir avec quelqu'un qui pratique la décoration, ou si vous la faites vous-même. J'ai vu beaucoup de mariés faire eux-mêmes la décoration, c'était très sympa. Après il faut savoir où on va, où on met les pieds, il faut le mettre en scène et faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Cela dit, la décoration elle est importante au moment de l'arrivée, quand les gens ont le temps de regarder la décoration, et puis pour les photos. En dehors de ces points-là, la décoration, on l'oublie totalement. Je suis d'accord. J'ai déjà fait une cérémonie, c'était pas prévu, c'était un plan B un peu à l'arrache en cas de pluie, à côté d'un parking. Je faisais ça, je touchais les premières voitures. Et bien les voitures, on les a vues 3 minutes, jusqu'à ce que les mariés arrivent. Parce qu'après, on est dans une histoire, et je dis souvent que je peins avec des mots. Je recrée un cadre, une histoire, et je dois emmener les gens dans ce qui a été vécu. Si j'arrive à faire ça, le cadre, à ce moment-là, n'est plus important. Donc, mais en soi, la décoration est une façon de personnaliser. Si vous avez des couleurs de mariage, décorez votre cérémonie aux couleurs de celui-ci, par exemple. Et sachant que le visuel, il peut pour moi se travailler de 3 façons. Il y a effectivement la décoration en soi, qu'on va avoir de la chaise, de l'arche, je ne sais quoi. Et puis l'arche, la forme. Tu me posais la question on en parlait toutes les deux, du dress code. C'est quelque chose que tu personnalises Toujours, oui, en fonction des couleurs du mariage ou du thème, etc. J'adapte ma tenue en fonction. Il y a des mariés qui ne vont... Alors, c'est logique qu'on ne veuille pas qu'on soit en blanc. Moi, j'évite absolument, même quand les mariés s'en fichent. Parce que je suis quand même visible. C'est la couleur des mariés, je suis d'accord. Ça arrive d'emporter, mais toujours associé à autre chose, jamais seule. Le noir, il y a des mariés qui sont contre aussi, puisqu'elle est plutôt, en tout cas sous nos contrées, associée à la couleur du deuil. Et puis à côté de ça, il y a des mariés qui ont préféré qu'on soit en noir, pour marquer le côté qu'on soit professionnel. Il y a après les couleurs en fonction, oui, comme je le disais, du thème, etc. Je me souviens d'un couple qui m'avait fait beaucoup rire, qui avait un thème biscuit. Ils m'ont dit, mais alors tu vas venir en BN? Non, je ne vais pas faire ça. L'idée, c'est de me fondre dans le décor, et donc de coller au thème ou à l'univers des mariés pour faire partie de ce décor-là. Et c'est assez fréquent d'ailleurs dans les photos des photographes. Je suis souvent prise en photo au début de cérémonie et ensuite quasiment pas. C'est comme si je disparaissais. Je deviens une espèce de voix off alors que je suis encore là, mais parce que c'est pas moi qu'on regarde. Parce que l'émotion est tournée vers les mariés. C'est ça. Sachant que quand même, petite remarque au niveau de la personnalisation des dress codes, parce que c'est des choses que moi on peut me demander en tant que chanteuse pour l'orchestre. Et un des points qui est délicat, c'est que vous allez dire, ok, mon mariage, la couleur c'est rouge et blanc. Ouais, sauf qu'un rouge, selon que vous choisissez un bordeaux ou un corail ou un rouge carmin, ça peut être dissonant en fait. Donc il vaut mieux, moi j'aime bien être sur des couleurs un peu sobres et éventuellement que derrière on nous transmette une petite touche de la bonne couleur parce que on peut se tromper. Oui, une fois on m'a dit c'est bleu sarcelle. J'ai fait très bien, bleu sarcelle, je vais trouver une robe bleu sarcelle. J'ai trouvé. Et du coup j'étais exactement de la même couleur que oui, tout à fait. J'étais de la même couleur que les demoiselles d'honneur par exemple. Et à côté de ça, il y a des personnes qui voudraient que je m'accorde à ces tenues-là et qui vont me demander après, mais comment vous avez fait pour trouver exactement la même nuance? J'avais le nom. C'est ça, c'est pas demander le nom exact. Parce que rouge, bleu, vert, ça suffit pas. Non, tout à fait. Et puis inversement, il y a des personnes qui vont préférer que je ne sois pas de la même couleur que les témoins, les mariés, etc. Mais oui, ça se personnalise. L'autre point de personnalisation, c'est les attentions vis-à-vis des invités. Alors évidemment le kit bouteille de mouchoir on n'en parlera jamais assez, mais l'éventail par exemple je crois que tu avais... Moi ce que j'ai vu qui était très sympa, c'était des lunettes colorées posées sur les chaises. En plus souvent c'est l'après-midi, souvent c'est en été, et en plus ils n'avaient pas les mêmes couleurs, il y avait peut-être 4-5 couleurs différentes et du coup ça donnait beaucoup de peps au visuel du mariage. Et d'ailleurs ça c'est vraiment un petit truc que tous les invités aient un petit élément coordonné. Donc vous voyez, des lunettes, on n'est pas forcément sur la même couleur, mais c'est les mêmes lunettes, 3-4 couleurs un peu dans les mêmes
ton, donc ça peut être un jaune, un bleu, mais dans le même esprit, ça va donner un visuel magnifique à votre mariage. C'est vraiment un bon petit truc. Et donc l'éventail, ça colle aussi. Ouais, parce qu'il fait chaud, donc il fait chaud. Ça fonctionne sur les couleurs et puis on peut généralement les personnaliser. Ouais. Donc, Ouais. Tout ça personnalise en soi le visuel, le décor de la cérémonie. Tout à fait. On parlait sur la décoration, tout à l'heure on a parlé des tapis, il y a plein de façons de marquer une allée centrale. Des bougies, vous faites ça en octobre, mettez des citrouilles, alors évitez de les tailler, ça fait un peu trop Halloween, on peut les peindre, à moitié il y a des choses très jolies qui se font, des feuilles mortes, des branchages, des fleurs, enfin, il y a plein de façons de marquer une allée sans être obligé de passer par un tapis. C'est ça, c'est qu'en fait tu n'es pas contre le fait de marquer l'allée, c'est simplement le tapis où pour le coup ça tu déconseilles. Oui, tout à fait, parce que c'est un gros aplat uni et dangereux. D'accord. Alors du coup, on va regarder vos questions. Alors, je suis preneuse de tous vos commentaires. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous apprenez des choses ou pas? Avant de regarder les questions... Ah oui, d'ailleurs, je veux bien que vous me disiez si vous avez eu d'autres idées pour personnaliser la cérémonie, qu'on puisse en faire profiter les copains. En plus, ça restera dans les commentaires. Voilà. Mais donc, j'avais Eva qui nous posait une question. Ah oui, une question même assez délicate. Elle nous dit: le père de mon fiancé est décédé il y a 1 an. J'hésite à en parler dans la cérémonie. Que me conseillez-vous? Alors, la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que son conjoint a envie d'en parler ou pas? Parce que si c'est un point très douloureux et qu'il préfère le passer sous silence, il faut en discuter avec lui. C'est à lui de le décider et d'être à l'origine de ça. On ne peut pas décider pour lui de l'évoquer. Cela dit, c'est toujours une bonne idée d'évoquer les personnes qui sont absentes. Et dans les absents, je ne mets pas seulement les personnes qui sont décédées, mais également les personnes qui auraient aimé venir et qui ne le pourront pas. Ça arrive. Cet été, avec le Covid, on a eu beaucoup le cas. Et d'ailleurs, il y a des solutions qui existent et qui ont été faites. Un live Facebook en direct. On fait un groupe privé. On invite les personnes qui devaient être présentes et qui ne le pourront pas. Et elles assistent à la cérémonie en live. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de voir une vidéo qui a été prise et de la voir ensuite. Là, on vit en direct les émotions en même temps que tous les autres. Où qu'on soit sur la planète. Ça, c'est intéressant. Pour les personnes qui sont disparues, c'est intéressant de le marquer parce que leurs proches vont y penser, nécessairement. Et quel que soit le délai qui s'est écoulé, que ce soit 1 an ou que ce soit 20 ans, particulièrement pour les parents des mariés, c'est des gens auxquels on pense au moment où on se marie. Et quel que soit le rapport qu'on avait avec eux. Soit on n'a pas envie d'en parler, soit au contraire, on a envie de l'appuyer. Il y a plein de façons de leur rendre hommage, si on le souhaite, soit de manière appuyée, gare à l'émotion, y compris pour l'officiant. J'ai un souvenir d'une cérémonie où j'en tremblais. J'essayais d'allumer une bougie et j'aurais dû couper le micro parce que ce qu'on entendait, c'était... J'allumais avec un machin métallique et ça faisait ding, 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 ding. Dans le micro parce que c'était un moment très fort pour les mariés. Tu sembles émue rien d'en parler. Mais oui, c'est parce que c'est beau, parce que ça les touche et parce que forcément si ça les touche, ça me touche aussi. Enfin, je suis trop proche d'eux pour être insensible à ça. Et oui, je suis émue. Il y a ça, donc ça c'est des hommages très appuyés. On peut juste dire un mot. Il faut avoir en tête que s'il y a d'autres hommages que cette personne disparue, elle est tellement importante au regard des autres que si on ne parle pas de celle-ci, mais qu'on parle des autres, vous allez avoir des questions. C'est sûr. On va vous demander pourquoi cette personne n'en fait pas partie. Donc soit vous assumez le fait d'avoir des questions, soit vous glissez un mot pour être tranquille d'une certaine façon. Et tout ça se dose en fonction de ce que vous êtes prêt à supporter en termes de niveau d'émotion, ce que vous avez envie d'entendre et de la façon dont vous avez envie de rendre hommage. Donc quel conseil donner? L'écouter, le faire parler et essayer si possible d'en dire un mot au minimum, et si vous le souhaitez, carrément de faire un hommage. Oui. Merci Anaïs. Alors du coup, vos questions. Alors, on a Mathilde qui me demande: quel conseil donneriez-vous pour écrire ses vœux? Oula, alors ça, c'est un coaching complet avec les mariés pour écrire ses vœux. Globalement, de manière rapide, je vous conseille de les écrire pas trop longtemps à l'avance. Plutôt dans les toutes dernières semaines, dans les 15 derniers jours même. Parce que vous aurez vécu toute la préparation et que plus vous aurez vécu de couple derrière vous, également de moments de stress, puisqu'on le sait, la préparation, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, vous aurez plus de choses à raconter.
Appuyez-vous sur l'idée que c'est une déclaration d'amour et une notion d'engagement. Donc il va falloir parler de ce qui vous plaît chez cette personne-là en particulier. Pourquoi vous voulez vous marier avec elle et pas un autre ou une autre? Il faut pouvoir le dire et lui dire. C'est des choses qu'on ne dit pas forcément dans le quotidien, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir son cœur. Et puis sur l'engagement, les mots qui sont importants, après on les décline comme on veut, c'est de promettre quelque chose ou de s'engager à quelque chose. Ce à quoi vous vous engagez, ce que vous promettez, c'est vous qui le décidez. Mais c'est important de le faire. Parce que c'est ça un mariage, c'est un engagement. L'autre conseil que je donne, c'est de surtout ne pas improviser. Trop d'émotions. Trop d'émotions, et puis c'est dur, hein, vraiment, c'est difficile à écrire. De la même façon que j'aide les témoins, enfin les personnes qui prennent la parole, je vais aider aussi les mariés. Ne serait-ce que pour avoir un équilibre entre les vœux, parce que je disais qu'il n'y a pas de durée minimum, effectivement, mais si on a 30 secondes d'un côté et 2 minutes de l'autre, ça se voit, et ça peut donner l'impression qu'il y en a un qui s'engage plus que l'autre. Alors que pas nécessairement. Mais du coup, on va peut-être essayer d'en faire rajouter d'un côté et de trouver des choses intéressantes à dire, pas du remplissage pour du remplissage, et de l'autre côté, d'essayer de synthétiser pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Intéressant. Ce que je vous conseille absolument, c'est de surtout ne pas découvrir les vœux de l'autre avant le mariage. Il faut que ce soit une surprise. Merci Anaïs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Malika qui nous dit merci beaucoup, c'est top. J'ai une autre vision du métier d'officiant de cérémonie laïque, car je ne voyais pas l'utilité d'en prendre un. Mais en tout cas, là, ça me donne envie. En tout cas, oui, c'est souvent un métier qui est méconnu. Donc, je suis contente si ça peut vous aider. Tant mieux si ça vous donne envie. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose parfois après les cérémonies. Mais en fait, c'est un métier. Oui, en effet. Ça nécessite beaucoup de compétences extrêmement diverses. Et toutes les réunir dans la même personne, ça arrive, hein, bien sûr, évidemment. Il y en a plein des officiants. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. On ne s'improvise pas officiant. Et puis quand on n'est pas professionnel et qu'on en fait une, ça demande du travail, justement parce que ça ne s'improvise pas. C'est vrai. Alors j'ai Barbara qui me dit comment faire une sortie des mariés réussie après la cérémonie. Du coup, ça on en a un petit peu parlé, donc je vous laisserai remonter un peu dans le live. En 2 mots, faites quelque chose de festif. Voilà. Ça y est, on a fait un moment émotion, on y va sur la musique, sur la fête. Il y a plein de choses, on peut aussi faire un rituel pour clôturer la cérémonie. Ah oui. Sauter le balai, je vous laisserai regarder, ou alors on répondra plus tard, c'est éventuellement. Rituel celte également, mais qu'on trouve également dans l'Afrique subsaharienne. Me demandez pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé des 2 côtés. Et donc du coup, le fait de sauter le balai, on le fait juste avant de sortir. Le rituel de la pelote de laine, que j'aime aussi beaucoup, qui est extrêmement joyeux et festif, très ludique, les invités adorent. On s'envoie des pelotes de laine, hein, globalement, pour faire court, à droite à gauche, mais on crée un tissage, une espèce de dais de laine, et du coup, il n'y a plus qu'à, au-dessus de tout le monde, plein de nœuds, tout un réseau, et il n'y a plus qu'à faire cette sortie sous cette allée recouverte par ce dais de laine. Avec un côté très ludique, en plus qui casse le côté peut-être justement trop cérémonieux, peut-être juste avant. Oui, mais en fait, ça va dépendre du couple. Si on a un couple qui est très... pas enfantin mais bon enfant plutôt, très dans l'humour ou qui est pas trop dans l'émotion très guimauve, ça marche très très bien. Non mais j'apprends plein de trucs, c'est génial. Et du coup pour finir sur ce rituel-là, quand même pour parler de sa signification, le principe c'est que les personnes qui sont là le jour de votre mariage peut-être ne se seraient-elles jamais rencontrées si vous ne vous mariez pas. Vous créez des liens entre les personnes qui sont présentes. Et donc, chacun d'entre vous va tenir une pelote de laine avant de les balancer. Donc, vous ne le faites qu'une fois, alors que les autres vont se les balancer dans tous les sens. Mais ce réseau de fils de laine que vous avez au-dessus de vos têtes, c'est les liens que vous avez créés entre toutes les personnes présentes. Juste vous, en vous mariant. Très joli, très très joli.